Bonjour tout le monde. Merci de nous rejoindre aujourd'hui à la Réelle Radio de l'Université du Québec en Outaouais. Mon nom c'est Ndeye Khadingom, animatrice de l'émission Une histoire, une culture dans l'histoire du monde des Noirs. Je vous remercie de nous écouter en direct et je suis avec Marie-Pierre Wallet qui co-anime cette émission avec moi. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour, comme Ratia l'a dit, je m'appelle Marie-Pierre Wallet, je suis étudiante ici en communication à l'UQO et ça me fait plaisir de faire partie de cette émission également. Merci Marie-Pierre. Donc aujourd'hui, comme chaque lundi, chaque premier lundi de la semaine de février, on a cette émission. Et comme je le dis souvent, nous sommes les histoires que nous racontons et nous sommes aujourd'hui avec Madame Soraya Lemur, directrice des communications et des programmes à la Fondation Michael Jean à Ottawa. C'est un plaisir de te recevoir, Soraya. Merci de m'avoir aujourd'hui. Je suis enchantée. Oui. Merci beaucoup. Et on est aussi en compagnie de Lucas Rancourt, qui est étudiant à la maîtrise en éducation et conseiller de l'Amicale autochtone, ici, un comité à l'université. Comment tu vas? Ah, ça va bien, toi-même? Oui, merci. Merci beaucoup tout le monde. Donc, comme on le sait déjà, le but, c'est de permettre le dialogue sur différentes questions liées à la diversité et à l'inclusion. Et on ne pourrait pas parler de la diversité et de l'inclusion sans pour autant pointer le doigt sur le problème réel. Il faut qu'on en parle, il faut oser en parler. Et aujourd'hui, on est ici avec nos invités pour parler du racisme systémique. Avant d'y aller, j'aimerais vous entendre, Soraya, sur votre trajectoire. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier par rapport à cette thématique que vous avez vécue ou de votre expérience, ça peut être une expérience d'une autre personne que vous voulez partager avec nos éditeurs aujourd'hui? Oui, bien sûr. D'abord, j'aimerais commencer par reconnaître que nous sommes ici sur territoire Anishinaabe. Donc, je pense que c'est super intéressant et important lorsqu'on parle d'inclusion et de diversité, de reconnaître que nous ne sommes pas ceux et celles qui se sont sacrifiés pour avoir accès aux ressources qu'offre ce territoire. Et également, pour répondre à ta question, c'est de dire qu'on ne peut pas être femme noire, immigrante, francophone, sans connaître ce que ça veut dire le racisme systémique ici, sans nécessairement poser une sorte de victimologie à moi-même ou me victimiser, mais c'est juste, ce serait impensable penser qu'on est arrivé ici sans avoir connu ou sans avoir au moins une fois de notre vie expérimenter ce que ça veut dire le racisme systémique. Donc, pour parler un peu rapidement de mon parcours, je suis... j'imagine qu'on peut dire immigrante de première génération. Je suis arrivée ici assez jeune quand même, donc à Montréal. Donc, je suis d'origine haïtienne. D'origine haïtienne plutôt. Donc, je suis arrivée à Montréal à un très jeune âge et c'est bizarre à dire, mais c'est la réalité, je pense, de beaucoup de personnes noires ou d'ascendance africaine qui habitent au Canada. Je n'avais pas réalisé que j'étais noire avant d'habiter dans un pays où est-ce que être noir, c'est politisé. C'est-à-dire, on ne réalise pas qu'on est noir. Face à qui est-ce que je vais me comparer? Face aux autres personnes noires de mon pays? Ou je ne réalise pas qu'il y a certaines personnes qui considèrent le fait d'être noir comme étant quelque chose de négatif. C'est pas comme ça que j'ai été élevée. Évidemment, je suis fière de qui je suis fière de ma culture, de ma descendance et tout. Mais je pense que mon parcours a été ce qu'il est parce que qu'être noir au Canada, c'est quelque chose qui est... C'est être ostracisé, c'est ça. Donc, c'est être autrui, c'est être autre avec un grand A. Donc, ça m'a permis vraiment de découvrir cette identité cachée, si on veut, qui ici, finalement, joue dans tout. Donc, lorsqu'on parle de racisme systémique ici, il faut penser au fait que dès l'éducation, on le ressent. Que ce soit dans un cours où est-ce qu'un prof qui pensait être cool m'a mis un crayon dans les cheveux afro. You know, oh, c'est vraiment cool, mais pourquoi est-ce que je suis obligée d'être autre que les autres? Que ce soit lorsqu'on applique pour des emplois puis qu'on réalise qu'on n'est jamais le bon profil pour la job. Peu importe notre expérience, donc, ou que ce soit même au niveau universitaire également. Exactement. J'ai toujours été quelqu'un qui s'exprime ouvertement, qui a toujours eu confiance dans ce que j'avançais. Donc, lorsqu'on est dans un milieu universitaire,
universitaire et qu'on apporte des nuances aux perspectives qui ont été recherchées et étudiées, mais par une culture occidentale qui n'a pas pris en considération d'autres perspectives, on se fait regarder pour qui elle se prend. Donc, c'est vraiment ça, mon parcours. Cependant, c'est pas seulement négatif. Hein? C'était très, très, très positif aussi. Donc, c'est ça. Donc, je vais laisser la parole aux autres, puis après, on pourra en parler. Effectivement. Oui. Merci beaucoup, Soraya. Et tu relançais sur l'éducation, toi, Nicolas, du côté de l'éducation. Je sais que tu es rendu à la maîtrise, tu t'es quand même vraiment penché sur les réalités où est-ce que les Autochtones n'étaient pas nécessairement bien représentés dans l'histoire. Est-ce que tu veux nous en parler un peu de ce côté-là pour rebondir? Oui, ben en fait, j'ai fait mon baccalauréat ici à l'UQO en enseignement secondaire de l'univers social, donc de l'histoire et la géographie. J'avais toujours rêvé d'être enseignant. Et pendant mon secondaire, j'ai rejeté beaucoup mon côté autochtone. Donc moi, l'enseignement d'histoire, c'est ça, je voulais faire ça, mais à partir de mon cégep, j'ai commencé à me rattacher à ce côté-là. Et à l'université, pendant mon bac, j'ai commencé à réaliser que l'histoire que je devais enseigner ne concordait pas avec ma vision du monde de l'histoire. Alors, j'ai vu justement, autant j'ai vu déjà dans le contenu tout le racisme systémique, justement, les généralisations abusives sur les Autochtones ou les termes utilisés, tout ça. Donc, la place qu'on a aussi dans le contenu était complètement risible, mais aussi dans l'école québécoise en soi, qui n'est pas une école qui est faite, qui est adaptée aux cultures autochtones, aux cultures des Premières Nations. Alors, ma bulle, elle a pété assez vite. Et donc, je poursuis maintenant mes études à la maîtrise. Et encore là, je me suis buté à, je veux étudier justement l'éducation autochtone, mais avec quelle méthodologie? Avec quelle méthodologie? Parce qu'on présente des méthodologies surtout occidentales. Par contre, je trouve que les profs en éducation font quand même une très bonne job, malgré qu'ils ne sont pas spécialistes dans les méthodologies autochtones. Ils ont quand même fait l'effort de me présenter le plus qu'ils pouvaient. Et donc, je continue encore aujourd'hui à travailler sur une méthodologie qui convient mieux. Et donc, je l'ai vécu, je le vis consciemment, là, mais justement au secondaire, comme j'ai dit, j'avais rejeté mon côté autochtone. Donc là, je le vivais inconsciemment, le racisme systémique. Qu'est-ce qu'on me présentait? La nation québécoise, hein, l'épopée française en Amérique, ça, c'était inspirant. Les Autochtones, c'était pas inspirant. La romantisation de la colonisation. Oui, la romantisation de la colonisation, ça, c'est intéressant. Et en plus, il y a tout l'aspect économique. Ma famille autochtone étant moins riche, ben là, c'est pas ça qu'on valorise à l'école non plus. Tous ces aspects-là finissent par faire en sorte que j'avais rejeté mon côté autochtone, mais là, je l'affirme encore plus. J'avais fini par rejeter mon côté québécois éventuellement, par effet... mais là, je commence à retrouver une certaine balance de ce côté-là. Mais au moins tu as du mérite. Peut-être que ça demande des fois un peu plus de temps de vivre cette affaire et puis de vivre une affaire et de pouvoir réaliser que, oups, stop, de faire une réintrospection et de voir dans quoi je suis, dans la bulle dans laquelle je suis. Et cela me fait penser à ce que tu viens de dire, Nicolas, parce que des fois, dans des discussions, c'est un peu subtil de se rendre compte du racisme systémique des fois, parce qu'on n'en voit pas. Les gens disent, ouais, mais on est ici, le Canada, c'est un pays de droit. Mais tout ça me fait penser, parce que depuis le secondaire, depuis l'école primaire, on t'enseigne des choses d'autrui. Comme Soraya, tu l'as dit, avec grand A, autre, que toi, tu ne t'identifies pas. Parce que le racisme, c'est une idéologie basée sur des rapports de pouvoir et de domination. Et l'assimilation aussi. Voilà, et de l'assimilation, c'est ça. Annihilation même, voire annihilation. Ouais. Donc, quand on parle de racisme systémique, Soraya, comment tu peux le définir? Je veux dire, pour quelqu'un qui ne sait pas de quoi... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu dirais que c'est?
D'abord, une chose que j'aimerais dire, que je trouve, donc, que ce soit en faisant mes recherches, donc j'ai étudié en droits humains et en philosophie. Également aussi, j'ai une concentration vraiment sur la médiation interculturelle, donc tout ce qui est négociation interculturelle. Ce qu'est le racisme systémique, d'abord, il faut d'abord définir racisme. Exactement. Parce qu'au Canada, surtout, je pense qu'il y a un très grand malaise à admettre que nous avons des préjugés, que nous avons certains stéréotypes qui sont ancrés même au niveau institutionnel. Ce qu'est le racisme. Parce que pourquoi je dis que c'est important de définir chaque terme pour ce qu'ils sont, c'est parce que je pense qu'il y a un grand inconfort à admettre qu'il y a le racisme, mais aussi dire que le racisme est un rapport de pouvoir plutôt qu'un rapport de race. Parce que souvent, lorsqu'on dit, par exemple, si je dis, je ne le clame pas haut et fort partout, je suis victime de racisme, mais lorsqu'on parle de racisme, souvent, on va avoir une personne de race blanche qui va dire, « Ah, mais moi aussi, quelqu'un m'a déjà dit que, tu sais, je suis blanche et que... par me sortir n'importe quel stéréotype auquel ils ont été assujettis, je ne suis pas en train d'invalider leur expérience, mais je suis en train de dire que le racisme, c'est le rapport entre une race dominante qui a le rapport à un pouvoir socio-économique au sein d'une certaine société, qui a le rapport médiatique, qui a un pouvoir médiatique également, qui a la possibilité de médiatiser un certain stéréotype et de garder ça dans notre collectif, dans notre collectif... Imaginaire collectif. Oui, imaginaire collectif, merci, je cherchais le terme. Et capable de vraiment d'ancrer ça chez les jeunes, chez tout le monde, parce qu'en fait, dans les dessins animés, on ne voit pas les gens comme toi et moi, on ne voit pas les gens nécessairement, on ne célèbre pas notre culture, on ne célèbre pas nécessairement notre apport, nos contributions qui sont très valides au sein de la société. Donc, le racisme, il faut d'abord déconstruire ça et comprendre que ce n'est pas juste rapport de race, une personne noire peut être raciste envers une personne blanche. Oui, une personne noire peut être raciste ou avoir des préjugés envers une personne blanche, mais une personne noire n'est pas encore dans une situation socio-économique pour implanter ces stéréotypes-là au point tel de rendre ça impossible pour une personne de race blanche d'arriver à un emploi et de ne pas être en mesure d'avoir accès à cet emploi-là. Exactement. Donc, systémique maintenant. Parce que ça va être rapide, ce côté-là. Systémique maintenant. C'est que tellement que ça a été répété, approuvé, normalisé, que c'est rentré dans nos institutions, dans nos façons de faire les choses, dans nos façons de comprendre les choses et dans notre manière d'interagir avec les autres. C'est-à-dire que systématiquement, un homme noir marche sur la rue, ne fait rien, la police, pour une raison ou pour une autre, a été éduquée même à toujours avoir un doute face à cette personne-là. On rentre dans l'institutionnalisation du racisme. C'est-à-dire que même si je suis une personne éduquée, formée, capable de faire la job, peut-être parce que j'ai un certain accent, je ne suis pas considérée comme étant capable de faire cette tâche-là. Exactement. Donc, on rentre vraiment dans le fait de, normalement, juste de façon systémique, de dire que non, cette personne ne correspond pas à un profil recherché, non, cette personne ne ressemble pas à ce qu'on cherche, ou plutôt, oui, cette personne est le criminel. Donc, c'est ça pour moi, le racisme systémique. Et juste pour l'appuyer, la Commission des droits de la personne ici à Ottawa, il y a des recherches qui sont disponibles sur le site web qui montrent que 40% des personnes qui ont des noms non canadiens, qui n'ont pas de sonorité anglophone, ne se font pas appeler à des entrevues. Donc, ça, c'est une réalité. Je sais pas, Marie-Pierre, c'est... Ben, c'est de voir de mon côté que ce qu'on apprend de base, c'est quoi le racisme. Puis on nous l'apprend au primaire, on apprend c'est quoi la ségrégation. Ça va même pas assez loin pour la réalité de qu'est-ce que vous vivez. Tu parlais qu'il y a des Blancs qui disent qu'il y a des commentaires, mais jamais... Oui, j'en ai déjà reçu, le fameux... t'es une white bitch, là. Oui, je le reçois, mais je le perçois pas comme étant une phrase raciste ou quoi que ce soit. Je le perçois juste comme, cette personne-là trouve que j'ai des caractéristiques blanches normales. Là, c'est correct, je me sens pas discriminée parce que je suis issue de la classe forte, même si j'essaie de m'en dissocier parce que c'est pas dans mes idéologies. Moi, je me base vraiment plus sur qu'est-ce que la personne a à offrir que qu'est-ce qu'elle ressemble puis en fait, quoi que ce soit. Ce que tu dis, c'est super intéressant. Puis on rentre dans le privilège. Et ça, c'est un côté que les gens refusent de reconnaître. Lorsque je dis que tu es privilégié, je ne suis pas en train de te dire que tu as accès à un montant infini d'argent, que tu es capable de voyager partout où est-ce que tu veux et que tu es capable de faire ce que tu veux. Mais lorsque
qui tu es tellement normal face à la société que tu peux rentrer dans n'importe quelle pièce et pas te faire juger par rapport à ton apparence physique ou par rapport à ton accent ou par rapport à tes cheveux ou par rapport à autre chose qui ne définissent pas ta capacité de faire une job ou juste d'être en mesure de parler de certaines choses. C'est un privilège et des fois, ça ramène au racisme dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, lorsque j'ai dit oui, une personne noire peut avoir certains préjugés, mais lorsqu'on en parle face à une personne blanche, c'est-à-dire que cette personne-là ne subira pas certains niveaux du racisme dont on parle. Donc, si je peux faire un parallèle un peu de la manière que je le perçois, tu sais, je suis une femme, je reste marginalisée parfois quand que je rentre des commentaires ou tu sais, des regards puis tout. ben oui. Mais ça revient à dire, moi, c'est biologique. Tu sais, je suis née comme ça. Puis là, quand je me remets en perspective de dire, waouh, quand on fait ça à quelqu'un que c'est sa culture puis que c'est son identité propre, ça doit être encore plus difficile parce que, veux pas, ça remet en valeur, non pas quelque chose avec qui t'es né, mais quelque chose que t'as développé puis que t'as appris à aimer, veux pas. Oui, absolument. Nicolas, je te vois rebondir. Qu'est-ce que tu veux partager là-dessus? On a parlé du privilège blanc, la définition que Soraya, je pense qu'il a très bien cerné, du racisme et du racisme systémique aussi. À quoi ça te fait penser, Nicolas? Qu'est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Ben moi, j'ajouterais dans le racisme systémique, du moins dans un contexte américain, puisqu'on est dans un contexte de colonisation, le racisme systémique va tellement loin que ça va jusqu'à... en sciences de l'éducation, dans mes méthodologies, on parle d'ontologie, mais si on veut vulgariser, donc qu'est-ce que la vérité? C'est quoi ta vision du monde? Elle est tellement différente que quand on parle de réconciliation, pour moi, je pourrais jamais me réconcilier avec la civilisation occidentale. La civilisation occidentale, c'est une civilisation qui est capitaliste, qui est exploitative, qui est patriarcale, mais c'est la vision du monde dominante. Exactement. Après ça, tout ce que j'essaie de faire, plus autochtone, tout ce que j'essaie d'autochtoniser va toujours demeurer dans ce cadre occidental-là. Je ne pourrai jamais être autochtone à 100% du début à la fin. Accepter comme toi-même. Oui, parce qu'on est dans une société où la diversité, c'est l'exotisme qui ne dérange pas. Donc, c'est pas si je me présente avec une vision du monde différente, comme on voit en ce moment avec les pipelines, avec les blocages qu'on fait, c'est pas juste une question, on voit l'économie différemment, on voit le monde différemment. Oui. Et les deux pourront jamais, selon moi, se réconcilier, sont tellement opposés qu'ils pourront jamais se réconcilier. Mais le racisme systémique ici, c'est justement les structures, tout ça émane de cette vision du monde-là. Et le racisme systémique, qu'est-ce qu'il fait? C'est que cette vision du monde-là, il y a une vision qui est dominante. Oui. Et qui est associée à un groupe, ici, qui est la race. Beaucoup aussi la religion, tout ça, qu'est-ce qui vient avec la civilisation occidentale en général. Et d'autres, comme ce que tu dis par rapport à la... quand je vois la culture, la tradition autochtone, moi, je me vois beaucoup dedans, là. En tant qu'Africaine, je me vois beaucoup dedans. On a beaucoup de choses en similarité. Et je trouve de plus en plus, et ils l'ont tellement bien compris, parce que c'est, comme tu dis, c'est systémique. Des fois, ça peut même être inconscient, mais c'est ancré dans le système. Ça ne veut pas dire que les gens qui font le truc sont racistes, non. Des fois, tu parles à quelqu'un, il te dit, ben moi, je ne suis pas raciste. Ouais, mais tu peux ne pas être raciste, mais tu peux faire des actions discriminatoires. Et il y en a qui arrivent même à parler de racisme culturel. Ben moi, toutes ces théories-là, quand j'y pense, je me dis, écoute là, le racisme, ben direct là, quand on parle juste de racisme, ça englobe tout là. Ça veut dire que tu annules ma culture, tu annules ma vision des choses, tu annules même ma façon d'être, ma couleur, tout ce qui s'identifie à moi-même. Non, ça ne t'intéresse pas. Tout ce que tu veux, c'est homogénéiser le monde à ta vision toi-même. Donc, juste pour rester un peu avec toi, Nicolas, il y a des rapports qui sont sortis récemment, parce que tu as parlé de réconciliation. Et quand j'ai vu ce rapport, je me suis dit, comment est-ce qu'on est hypocrite? On va aller où avec cette question de réconciliation autochtone? Est-ce qu'on devrait être ensemble, autochtones, minorités visibles, pour combattre en même temps la même chose, même si on n'a pas les mêmes besoins? Parce que le rapport que j'ai vu publié par Radio-Canada sur les interpellations policières, tu l'as mentionné tantôt, le profilage racial,
ils disent globalement, les personnes autochtones et noires ont 4 à 5 fois plus de chances d'être interpellées par rapport aux personnes blanches. Et un quart de ces interpellations concernent des personnes noires, alors qu'elles représentent moins de 10% de la population. Comme, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Comme, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font par rapport à ça? Pourquoi une personne autochtone dérange? Moi, quand je suis venue au Canada, j'étais à Winnipeg. Il y a une forte population autochtone. Mais quand je suis venue, juste les stéréotypes dont on parle, moi, quand on m'a sensibilisé, les messages qu'on véhicule, c'est « Oh, ils font que boire. Oh, ils font que ça. » Parce qu'il faut le dire, là, moi, j'ose dire les choses que les gens disent pas. Ils font que boire. Je dis, ben non, c'est pas cette vision que j'ai vue. J'ai eu des amis autochtones. Je vois des gens qui ne sont pas valorisés par rapport à tout ce qu'on offre dans ce pays. Ils disent, ouais, ils ont l'accès à l'éducation gratuitement. Mais si la situation n'est pas bien établie, s'ils ne sont pas dans des cadres bien cernés pour leur offrir, pour qu'ils aient accès à ça, comment on va arriver à ça? J'aimerais t'entendre sur ça. Oui, bien, ton expérience est intéressante aussi parce que je connais aussi des immigrantes qui sont arrivées en premier au Canada dans des communautés autochtones. Donc là, quand ils sont arrivés, ils ont appris à connaître les Autochtones avant de connaître les Québécois. Donc là, quand ils sont arrivés dans les communautés québécoises, le clash était pas mal fort entre ce qu'ils avaient vécu et les stéréotypes. Mais bon, oui, mais tout ça, les interpellations policières, on peut parler aussi des jeunes comme la DPJ, tout ça à travers le Canada, où les statistiques officielles, c'est 4% de la population canadienne, mais on est plus que la moitié des jeunes dans les directions de la protection de la jeunesse, des affaires comme ça au Canada, plus que la moitié. Donc ça, c'est un autre exemple. Et là, l'ONU condamne le Canada. Le Canada a été condamné par ses propres lois aussi sur le traitement des Autochtones, des jeunes Autochtones en particulier. L'Assemblée des Premières Nations vient de déposer une poursuite de 10 milliards de dollars contre le Canada parce qu'il considère qu'il n'a pas traité les enfants autochtones comme étant égaux. Donc tout ça, ça montre justement, c'est des conséquences, c'est des symptômes du racisme systémique qu'on a parlé. Après ça, justement, on parle de réconciliation. Mais la réconciliation, dans le fond, moi, comment je vois ça, Trudeau, son père, Pierre Trudeau, quand il était premier ministre, il a essayé d'éliminer la loi sur les Indiens, de rendre les Autochtones comme les autres. Mais dans une société libérale à domination blanche, qu'est-ce que ça veut dire? Le père Trudeau, qu'est-ce qu'il rêvait? C'est qu'il y ait, au final, des riches autochtones, une classe moyenne autochtone, puis ci, puis ça, puis qu'on se fonde de la population. Mais éventuellement, on va s'assimiler, parce qu'on est dans une société dominante. Ceux qui peuvent s'assimiler, ceux qui sont white passing ou qui passent assez blancs pourront s'assimiler. Et éventuellement, se marier avec des Blancs et effacer les traits physiques d'être autochtone. Ceux qui paraissent trop autochtones pourront pas... les autres vont rester dans... pourront pas dominer. Mais je vois dans qu'est-ce que Justin Trudeau fait aujourd'hui, la même affaire que son père a essayé de faire. C'est-à-dire, une des choses qu'il essaie de faire, c'est de transformer les réserves en municipalités. Un genre de municipalité, où ce que les terrains vont devenir privés. Mais déjà là, on a une conception du monde complètement différente qui ne marche plus. Toutes des affaires comme ça. Donc, la réconciliation ici, c'est d'essayer de nous assimiler. Et j'ai vu un article cette semaine que la Ville de Montréal essaie d'embaucher plus de policiers des minorités ethniques et des minorités visibles. Mais les policiers, même des minorités ethniques et visibles, intériorisent le système. Et donc, les policiers autochtones vont interpeller tout autant les autochtones que les policiers blancs. Les policiers noirs vont interpeller tout autant les noirs. Donc, c'est juste de s'assimiler dans ce système-là et c'est ça que la réconciliation veut dire. C'est juste un mot fancy pour dire assimilation. C'est viser l'élimination de la loi sur les Indiens pour qu'on devienne comme tout le monde. Et le tout le monde étant les Blancs, Canadiens, anglophones, francophones. Mais c'est pas ça qu'on devrait viser. On n'est pas pareil, on est différent. Après ça, à savoir ces différences-là, des fois, je trouve que le capitalisme est une différence inacceptable, mais bon, c'est un trait culturel inacceptable selon moi. Mais bon, après ça, on peut débattre de ça, mais oui. Le Canada va jamais... Le Canada est un État colonial, a été fondé comme un État colonial et il va le demeurer. Oui.
il y a de quoi tu dis, puis... Alors, je vais peut-être me mettre les pieds dans les plats, puis c'est vraiment pas mon intention, mais... Disclaimer. Vas-y, Marie. c'est de dire qu'en ce moment, le gouvernement essaie de résoudre la situation par la réconciliation, entre guillemets, mais de dire que c'est quand même nous qui vous a mis dans cette situation-là. Veut pas, on vous a encloîtré dans des espaces restreints en disant « faites ce que vous voulez là ». Ben, à moitié, là, mais comme, tu sais, de dire qu'il y a beaucoup de problèmes sociaux qui sont nés là-dedans parce que vous avez perdu une partie de votre culture qu'on vous permettait pas en se donnant le beau visage de dire comme, ouais, mais on leur permet tout ça aussi. Fait que, tu sais, moi, là-dessus, je suis comme un peu mal à l'aise de penser que nos gouvernements, en ce moment, agissent dans le bien de votre... tu sais, dans le bien de votre culture, sachant qu'ils ne comprennent pas que la réalité est supposée que tous les territoires, techniquement, ici, sont à vous parce que vous, c'est la préservation... Tu sais, mettons, de la nature avec ce qui se passe dans l'Ouest canadien, c'est la préservation de la nature complète que vous désirez. Pas juste l'espace qu'on vous cloisonne un peu dedans. Là, tu sais, c'est vraiment l'immensité du territoire que vous voulez, puis c'est totalement correct. Là. Ouais, une grosse partie des territoires canadiens n'ont jamais été cédés, n'ont jamais été cédés par traité. Et la plupart des traités sont des traités inégaux. Donc, qui ont été faits dans un rapport de force qui favorisait le Canada, ou ont été faits aussi, faits de mauvaise foi. Des fois, les traducteurs traduisaient les mots pour un peu atténuer l'impact. Et de toute façon, la plupart des traités, même s'ils ont été faits à l'avantage du Canada, à un moment donné, les traités n'étaient plus à l'avantage du Canada, donc le Canada a cessé de les respecter. Donc, dans une conception de Première Nation d'un traité, déjà, la plupart du temps sont temporaires, sont rares dans notre conception. Le Canada veut faire un traité, finir là. C'est fini à vie. Dans notre conception, déjà, la plupart du temps sont temporaires. Mais en plus, quand un des deux parties ne respecte plus, le traité est fini. Donc, dans ma conception, il n'y a plus de traités au Canada, presque plus de traités au Canada qui sont valables. Il n'y a aucune terre au Canada qui sont légitimement possédées par l'État canadien. Et ça s'applique d'un océan à l'autre. Et le Québec, à part les traités dans le Nord qui sont très récents, n'a jamais eu vraiment de traités territoriaux non plus. Donc, dans ce cas-ci, on ne parle même pas de traités. Là. Dans ce cas-ci, les colons sont juste arrivés et sont restés. Ouais. C'est assez intéressant que tu dis ça, Nicolas, parce que ça me fait penser à l'exemple d'Halifax, de la Nouvelle-Écosse, dont on parle très, très, très rarement. La raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que, il y a une certaine identité partagée. Donc, toi étant autochtone, moi étant noire, d'ascendance africaine. Une des choses dont on ne parle pas au Canada, je trouve, c'est ça fait très longtemps que le racisme existe au Canada. Oui, on parle des Premières Nations, puis effectivement, le premier acte a été le génocide envers les Premières Nations. Mais on ne parle pas aussi comment est-ce que ça s'est développé, comment intentionnellement le gouvernement a gardé certaines personnes dans un certain niveau social très bas pour pouvoir continuer cette dominance-là. Pourquoi je dis cette domination-là? Pourquoi je dis ça? C'est parce que souvent, lorsqu'on parle de différents peuples, on ne parle pas des alliances, parce que tu parlais du traité, mais on ne parle pas des alliances qui ont été faites entre les personnes noires d'il y a plus de 400 ans ou 500 ans et les Premières Nations, par exemple. Lorsqu'on parle des Premières Nations, lorsqu'on parle des... J'aime pas appeler mes ancêtres des esclaves. Ce sont des personnes qui ont été induites en esclavage. Pour moi, c'est vraiment ça, parce que un esclave n'est pas une identité. Ce n'est pas une identité choisie. C'est vraiment... c'est ça. Ils ont été induits en esclavage. Lorsqu'on parle des personnes... des réfugiés, donc c'est vraiment ça, les premiers réfugiés qu'on voit au Canada. Lorsqu'on parle d'immigration au Canada, je me dis, est-ce qu'on fait souvent la genèse de tout ça? Parce qu'en fait, les personnes qui étaient sur les plantations du Sud en Amérique et qui cherchaient à fuir l'esclavage parce que souvent on leur a promis la libération et que, on connaît l'histoire, ou on la connaît pas, mais on sait qu'elle n'était pas juste. Lorsqu'ils sont venus ici au Canada, on leur a promis des terres. Sans l'accord des Premières Nations, parce que c'était des terres qui appartenaient également aux Premières Nations. Mais on leur a promis des terres.
on leur a promis, on leur a dit, bon, si vous combattez auprès des loyalistes, nous allons vous donner des terres. Donc, ces personnes noires-là se sont dit, bon, OK, voilà notre refuge, on est là, et après avoir donné, je ne sais pas moi, 3 ou 4 ans aux loyalistes, nous serons à nous-mêmes, nous serons libres. Jusqu'à maintenant, je le sais parce que je fais des recherches en Nouvelle-Écosse avec le département des affaires afro-néo-écossaises en Nouvelle-Écosse, ces terres sont encore en réclamation. Parce que finalement, les terres qu'on leur a promises, même si maintenant, si vous allez dans les communautés noires, historiquement noires en Nouvelle-Écosse, que ça fait près de 450 ans et 500 ans qu'ils sont là, ou qu'elles sont là plutôt, on voit que ce sont des terres qu'il n'y a pas moyen que ces gens-là auraient pu jamais cultiver la terre. C'était des terres retirées que personne n'utilisait. Il y a le dégel, on connaît l'histoire au Canada et tout ça, mais ils n'ont pas été au courant de tout ça. En tout cas, ce qu'ils ont fait avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, qui sont les personnes autochtones de la Nouvelle-Écosse, ou du moins c'est un grand groupe de la Nouvelle-Écosse, les Mi'kmaq, ils ont eu des traités ou des alliances parce que les Mi'kmaq leur permettaient d'habiter sur leur propre territoire. Et ensuite, il y a beaucoup de mélanges en Nouvelle-Écosse de personnes à moitié noires, moitié Mi'kmaq. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a également d'autres identités complexes qu'a créé finalement ce racisme au Canada, où est-ce qu'on retirait les personnes qui étaient non blanches pour les mettre dans des territoires. Les réserves et tout dont on parle ont seulement été créées parce qu'il y a eu l'urbanisation au Canada. C'est parce que le reste du Canada ou le reste du territoire, du sol qu'on reconnaît comme étant le Canada en ce moment, n'était que bondé de réserves finalement. Donc lorsqu'on parle de réserves comme étant « Oh, c'est un groupe de personnes qui ont décidé de plier bagages et d'aller loin », non. Mais c'est plus une c'est exactement. Décidé, Absolument. Donc, je pense que lorsqu'on parle de racisme, il faut également considérer la complexité de la manifestation de ce racisme systémique également, et comment finalement, lorsqu'on parle d'alliances entre peuples et tout ça, il y a beaucoup d'alliances qui ont été créées, non été reconnues parce que le gouvernement canadien a décidé que, bon, si c'est pas signé par un juge blanc, ben c'est pas reconnu. C'est pas reconnu. Vous autres, les marginalisés, vous pouvez faire vos propres alliances, mais tout ça pour dire que j'aime bien lorsqu'on parle de racisme aussi, qu'on parle de l'envers de la médaille qui est la résistance et la résilience de ces peuples-là. Ah oui. Parce que pour survivre, alors que tout dans l'histoire était contre nous pour qu'on soit vivant aujourd'hui, ça veut dire quelque chose et ça vaut la peine d'être célébré, ça vaut la peine d'être reconnu. Exactement. Je voulais juste ajouter ça dans ta nuance. Et également c'est un très bon point. Mettre parce en perspective que finalement, lorsqu'on parle, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'alliances entre les différents groupes, allyship. C'est comme un terme cool d'utiliser ça, like dire « Oh non, je suis peut-être pas de telle identité, mais je veux... » Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on laisse de côté finalement pour devenir des alliés? Parce que lorsqu'on parle de détruire ou de défaire ce système-là, ça veut dire qu'on laisse un peu de notre confort. Ben oui. Pour revenir finalement aux Premières Nations qui sont en train de revendiquer l'oléoduc, la construction du pipeline. Je vois des gens qui disent « Oh, je suis pas capable de retourner à Toronto. » Your comfort over their life. Ton confort versus leur vie. Donc, c'est vraiment ça lorsqu'on parle de racisme aussi. Il y a différents groupes et différentes tiers de la population, souvent, qui ne pensent pas à ce qu'ils peuvent faire, finalement, pour déconstruire ce racisme systémique. Oui, il y a beaucoup de gens qui chialent sur les transports et tout, mais moi, ce que j'ai trouvé beau aussi, c'est que partout au Canada, il y a eu des manifestations qui se sont soulevées puis rassemblées la population, de dire que vous parlez beaucoup d'institutionnalisation qui fait en sorte qu'ils intègrent ce racisme systémique-là, et je suis totalement d'accord, mais les individus, comme moi, je me considère... En tout cas, j'espère ne pas en faire de façon consciente. Si j'en fais, c'est vraiment inconscient puis involontaire de ma part, mais de dire que ça rassemble aussi nos Canadiens anglais, nos Canadiens français avec votre cause, parce qu'elle est belle et elle est juste. Fait que les gens qui ont la mentalité que je peux partager avec vous, de dire que tous les êtres humains sont égaux et que le capitalisme ne devrait pas faire en sorte de diminuer des gens pour des raisons
externe à ce qu'ils sont réellement. Tu sais, je veux dire, il y a pas- Pour de fausses raisons, C'est ça, disons-le, c'est- parce que est-ce que la couleur de peau de quelqu'un ou la culture de quelqu'un vraiment, c'est très, parce que ça c'est un truc aussi qu'il faut considérer, c'est que dans le discours, c'est qu'on réduit la personne à un côté culturel qu'on a fini par démoniser parce que ça Démoniser, n'avait pas l'air de ce qui était le status quo. Oui. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on voit donc les célébrations, les tables rondes, la manière qu'on les... Et je ne vais pas parler, Antonin Nicolas, évidemment, que tu connais toutes ces cultures-là, la façon les tables rondes des Premières Nations et tout ça, mais pourquoi je dis ça, c'est parce qu'on finit par réduire chaque personne avec un certain trait qui nous rend inconfortable. Par exemple, en tant que personne noire, j'ai de grosses lèvres et j'adore. J'ai un gros nez, puis c'est correct. C'est juste la nature de qui on est. Puis je ne devrais pas avoir à viser à avoir les cheveux lisses. Je ne devrais pas avoir à viser à avoir la peau plus claire pour être acceptée. Oui. Ça change quoi dans qui je suis, you know? Ça, c'est vraiment ce que je voulais ajouter. Ben, merci. Nicolas? Ben, j'aimerais ça, justement, parler un peu de la complexité, parce que le racisme systémique aussi, il complexifie les choses, pas juste entre les dominants et dominés, mais entre dominés aussi. Oui. Ben, on parle aussi d'intersectionnalité. Mais par exemple, je connais quelqu'un qui est d'origine Micmac et justement africaine de Nouvelle-Écosse. Et elle, son histoire familiale, c'est que sa grand-mère Micmac a marié un noir pour monter d'échelle sociale. La prochaine étape, c'était d'être noir, et après ça, c'était de devenir blanc éventuellement. C'était de monter d'échelle sociale. D'autres exemples aussi, des fois, on a des exemples positifs, mais un exemple, les Séminoles en Floride, les Séminoles ont accueilli des esclaves en fuite. Ça a créé des communautés d'Afro-Séminoles. Mais tu as aussi des esclaves en fuite qui ont adopté la culture séminole sans se mélanger avec eux. Mais tu as aussi des Séminoles qui avaient des esclaves noirs. Donc, on voit toutes ces complexités-là et ça arrive partout. Les Cherokees qui avaient des esclaves noirs et les esclaves... Éventuellement, certains de ces esclaves-là ont été déplacés avec les Cherokees, donc ils ont subi le Trail of Tears et ont fini par se mélanger. Mais le gouvernement des États-Unis leur a toujours refusé le statut d'Indien. Ils ont dit, ben vous n'êtes pas des Indiens, vous êtes des Noirs. Et donc, on a cette complexité-là partout. En Colombie-Britannique, où un enfant noir qui avait été adopté par un couple d'Autochtones, donc qui a grandi comme étant autochtone, a été refusé dans un tournoi de basketball autochtone parce qu'il disait, ben t'es pas autochtone, t'es noir. Donc, nous aussi, on a des fois des rapports. On a des rapports qui ont été très amicaux, des rapports de résistance, mais des fois, on a eu des rapports de domination, de dominant-dominé. Beaucoup de Noirs, c'est une page effacée de la conquête de l'Ouest, les cowboys noirs, les colons noirs, mais beaucoup de Noirs ont colonisé l'Ouest aussi, donc on réprimé les Autochtones. On a toute cette fait, tu sais, quand on parle d'allyship, on parle beaucoup d'alliés blancs, je trouve. Là. Absolument. Mais faut parler de notre relation entre nous aussi. Les Indiens, les Pakistanais dans l'Ouest, en ce moment, sont très mal vus par les Autochtones parce qu'ils sont accusés de kidnapper les femmes autochtones, de les tuer et de les vendre au trafic. Donc là, il y a la haine, parce que là, on parle de meurtre et tout ça. Donc, on accuse un groupe entier de causes. Donc, on a des relations entre nous aussi qui sont difficiles, puis il faut s'en parler. Est-ce que aussi les immigrants qui sont pas blancs, est-ce que c'est des colons? C'est intéressant que tu en parles parce que est-ce que j'aurais une réponse pour ça? Oui et non. C'est complexe. C'est assez complexe, mais je pense qu'une chose aussi qu'il faut considérer également et je suis contente que tu en aies parlé des fois du désaccord qui existe en différents groupes marginalisés de la société, mais ce qu'on ne parle pas, c'est le combat justement pour être simplement qu'accepté par un groupe dominant qui pratiquement utilise cela presque as entertainment value. C'est de valeur simplement, comment est-ce que je pourrais dire, pour eux-mêmes se dire, le racisme, c'est pas seulement nous qui l'avons imposé, mais c'est un système qui découle d'une colonisation blanche européenne avec carrément l'idée de vouloir... Parce qu'en fait, c'est pas pour rien qu'existe le terme qui dit diviser pour conquérir, régner pour mieux régner. Donc, c'est intéressant que tu en parles maintenant en parlant d'immigrants et tout ça, sans vouloir sortir du contexte canadien. Mais pourquoi est-ce que je suis là s'il n'y avait pas des colons blancs dans mon pays? Oui. Je ne serais pas là.
je serais en train d'utiliser les ressources que j'aurais été en mesure de créer. Donc, il faut également parler de comment est-ce que la colonisation elle-même, elle s'est définie et comment est-ce qu'elle elle est partie s'ancrer dans différents groupes et même dans différentes cultures. Parce que souvent, oui, c'est vrai que est-ce que ce sont des colons ou des immigrants qui arrivent pour abuser des ressources, quote unquote. Ce serait facile à dire si, lorsque j'arrivais dans n'importe quel emploi, je serais en mesure d'avoir l'emploi que je voulais. Ce serait facile à dire si mon statut économique serait augmenté par juste ma simple présence d'être au Canada. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on peut parler de colonisation? Non, parce que jamais les immigrants qui sont arrivés ici, du moins l'histoire à l'appui, est-ce qu'ils ont été dans une situation stable, sociale, assez pour dire que nous allons recréer un certain génocide sur pas seulement les Premières Nations, mais les autres cultures qui existent également ici. Donc, je comprends l'idée, mais faut pas parce que le racisme, il ne faut pas nécessairement rester seulement dans l'explication académique du racisme. Il faut aller voir comment est-ce qu'elle s'est déployée, qu'est-ce qu'elle manifestée, et également les vraies dynamique qui existe par rapport au racisme, par rapport à ça. Donc, ouais. C'est passionnant de vous écouter. Oui. Vraiment. Oui, c'est vraiment passionnant. Et j'avais voulu rebondir sur ce que tu m'as marché sur la langue un peu, parce que j'allais dire, c'est tellement facile quand on vit des difficultés, c'est facile de rejeter sur les autres. Hein? Parce que des fois, on n'a pas d'issue. On ne trouve pas un issue pour dire comment je m'en sors. Alors, quand tu vois d'autres dans la même situation, ou des fois même si ces personnes sont un peu plus privilégiées que vous ou que nous, ça crée de la frustration. Donc, moi, comme je le vois... La frustration valide, c'est ça, faut le dire. Voilà. C'est de la frustration valide. Exactement. Like, there's nothing else. Voilà. Mais c'est légitime, je C'est légitime, dire. voilà. Et en même temps, c'est comme si, comme on dit tantôt, le système fait en sorte que cette frustration est légitimée et après, on se retrouve entre nous en train de nous battre. Pendant ce temps, la machine continue. Donc, c'est comme si, c'est ce que je disais au début, on a créé, ils ont réussi, je sais pas, c'est qui là, comme, c'est le système, voilà, à faire des micro-combats, ok? Des micro-combats. Je discute souvent avec des étudiants autochtones, une étudiante autochtone, je dis, mais pourtant, moi j'aime bien, on a pratiquement les mêmes causes, mais ça ne gênerait pas que nous, on se joigne à votre cause. Et vous joignez à notre cause à un moment donné parce qu'on a les mêmes causes. Et après, quand ça va découler vers quelque chose, chacun aura son compte à faire. Parce que c'est comme ça que même les Occidentaux, ils ont réussi à coloniser l'Afrique, à découvrir les terres américaines et disent, ouais, c'était des terres vierges, il n'y avait personne. Ben quand même, il y avait des gens là, mais ils ont décidé parce qu'ils se sont donné main dans la main pour dire, ouais, il n'y avait personne, ils ont morcelé l'Afrique, tu vois, pillé tout. Même avec les flux migratoires qu'on voit, par exemple, en Europe, toute cette crise d'immigration et tout, comme tu dis, c'est des conséquences à des choses. Les gens sont là qui souffrent, qui ne peuvent plus vivre dans leur lieu. Et même moi, je le dis, moi, je viens du Sénégal. Et même dans ce petit pays, on vit ces conséquences-là. On en a discuté tantôt en cours de route. C'est comme des traumatismes qui nous suivent. Alors, si tu vas plus au nord, ils s'identifient plus, ils te disent « Ah, je suis civilisé ». Moi, je dis civilisation, entre guillemets, c'est quoi? Quand vous venez plus au sud, moi, je viens du sud, on nous voit avec l'accent, ils se moquent de nous, de notre accent, parce qu'il y a une plus grande diversité culturelle au sud. Mais quand on va au nord, ils nous voient comme si on n'est pas très bien civilisé. Et ça, c'est dans le même petit pays, là, en Afrique. Donc, imagine quand on se retrouve ici au Canada, avec les Autochtones et même les différents peuples autochtones qui ont vécu leur histoire différemment. D'autres qui disent, ouais, par exemple, si tu prends les Américains, j'avais eu la chance de discuter un jour avec des Jamaïcains. Ils me disent, non, on n'aime pas les Africains. Je dis, mais pourquoi? Vous êtes d'ascendance africaine, là. Ouais, vous nous avez vendu. Je dis, mais c'est l'histoire racontée par les Occidentaux. Ben, je suis désolée, mais tu vois. Alors, c'est comme tu dis, diviser pour mieux régner, tu vois. Alors, est-ce qu'on est capable de pouvoir discuter, de pouvoir être autour d'une même table et de discuter, de voir comment on pourrait s'en sortir? C'est quoi les pistes de solution? Moi, je n'ai pas de solution. On le peut. On le peut. Moi, je suis très optimiste. Les gens me disent, oh, c'est un système, on laisse faire. Je dis, non, je ne suis pas pour qu'on laisse faire. On joue tous notre partition.
Et quand tout le monde joue sa partition, on arrive à quelque chose. Maintenant, quelque chose... Tout est orchestré. Quelque chose, voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Marie-Pierre. Moi, je crois que chacun a sa partition à jouer dans ça. Il ne faut pas qu'on se leurre, qu'on se couche sur nos lauriers pour dire « Ouais, le Canada, c'est un pays de droit. Ouais, ceci, cela. » On le vit. Moi, j'ai été dans une salle de classe ici. Notre prof de relations publiques pose la question à savoir, c'était après l'élection de Trump. Êtes-vous prêt à recevoir les Mexicains que Trump accuse d'être des violeurs, des criminels, nanana, tu vois? Est-ce que vous seriez aujourd'hui d'accord à les accepter ici, des qualifiés, même si c'est des Mexicains qualifiés? Il y a une fille dans la classe, ce jour-là, j'ai pété un plomb. C'était mon moment de... Et elle dit, ben non, là. Ils vont encore venir nous voler nos jobs, là. Je dis... Le prof dit rien là dans la salle de classe, le prof dit rien, il continue son cours comme si... moi je lève la main, il fait un tout petit abstraction comme si j'ai pas levé... Je dis, je veux partir, je veux parler. Alors là, je dis, on est en 2017 dans une salle de classe universitaire. Ceci ne devrait pas être cautionné. Il faut partir dans des bases scientifiques aujourd'hui. C'est quoi la proportion des gens qui viennent ici au Québec pour voler des jobs à des gens? Il faut qu'on nous le dise là. Oui, puis pour voler des jobs ici, faudrait qu'on soit en manque de jobs. Voilà, c'est ça. Il y a des pénuries partout, puis après ça, on nous dit ils viennent les combler, mais ils veulent nos jobs. Mais tout le monde presque a un emploi. Fait. Mais c'est des théories comme ça qui développent la haine envers l'autre. C'est la microagression. C'est la microagression, c'est ça, voilà. Exactement. Puis tu dis les solutions, puis tout, je crois que changer le système, ça va prendre probablement plus que ma vie à moi, la vie de mes enfants. Ça va prendre des générations à ce qu'on arrive à changer le système qui est mis en place. Mais par la discussion, par le fait qu'on se mélange de plus en plus, et ici on est tous réunis autour d'une table, malgré nos différences qui vont être jugées par ces micro-agressions-là, sans qu'il y ait aucun point. Je pense que c'est par là qu'on va y arriver en premier à changer la société avant de changer le système, parce qu'il va y avoir un revirement un jour. Tu l'as ajouté? Oui, je suis en désaccord sur le côté que ça va prendre bien du temps. Puis moi, je vais opposer à ta science, je vais opposer la spiritualité, qui n'est pas en opposition, mais que les Occidentaux mettent en opposition. On a une prophétie qui date de plusieurs siècles. La prophétie, elle nous parlait de notre déplacement. Éventuellement, on partait de l'Est pour arriver sur les territoires aujourd'hui qui forment... territoire des Anishinaabe, des Ojibwe, des Ottawa. Mais la prophétie n'est pas finie. Éventuellement, la prophétie dit qu'on va être arrivé à une croisée des chemins et qu'on devra décider soit de s'unir et de survivre, ou soit de rester désunis et juste de disparaître parce qu'on va tellement maltraiter la Terre qu'on va finir par disparaître. Et je pense que c'est là, c'est qu'on a une urgence. Je pense que l'urgence climatique nous met face. Et s'unir, ça veut dire qu'il faudra faire des compromis. Mais nous, on a fait déjà en masse de compromis. Le compromis, maintenant, c'est envers les Blancs. C'est les Blancs qui doivent faire des compromis. Que leur système économique ne fonctionne pas. Que leur vision du monde ne fonctionne pas. Il y a bien des belles affaires dans la civilisation occidentale. Mais il y a certains fondements qu'il faut qu'ils abandonnent. Et donc, la prophétie ne dit pas quel chemin qu'on va prendre. C'est le dernier feu, c'est la prophétie des feux. Moi, j'espère qu'on va prendre le bon chemin, celui de l'unification. Mais c'est ça, je pense qu'il y a une urgence ici, que si on ne s'unit pas là, c'est trop tard, ça va être trop tard. Puis il faut faire ça maintenant. Mais après ça... Encore une fois, c'est complexe. Moi, je dis ça qu'il y a une urgence climatique, mais je continue ma vie tous les jours, tu sais. Mais on commence, par exemple, qu'est-ce qui se passe avec les trains en ce moment, les pipelines, tout ça. Donc, on commence à se battre, puis je pense que c'est là l'affaire. Là. Puis c'est une prophétie. Vous la prenez comme vous voulez. Pour ce qu'elle est. Une chose que j'aimerais ajouter à cela pour finir, c'est que comme toi, Nicolas, et je peux comprendre, Marie-Pierre, quand tu dis ça va prendre des années à déconstruire, parce que c'est vrai que c'est une situation qui a pris des années à construire pour qu'on en soit là. Mais est-ce que ça prend des années à déconstruire? Selon moi, non. Ça prend juste une forte volonté et ça prend des outils concrets et tangibles.
Parce que des fois, oui, on parle du racisme comme étant un terme abstrait, mais les conséquences sont très concrètes. Oui, palpable, oui. Donc, oui, il y a des façons tangibles de déconstruire tout ça. Oui, il y a des manières de se réunir. Et c'est pour ça qu'en fait, avec la Fondation Michaël Jean, chaque année, on organise le sommet pan-canadien des communautés noires. Un espace assez inclusif, mais invité par les personnes d'ascendance africaine. Cette année, nous allons en Nouvelle-Écosse. Donc, finalement, pour vraiment mettre les jeunes d'ascendance afro-néo-écossais face à des dialogues avec des groupes des communautés Mi'kmaq et d'autres groupes également pour comprendre quels sont les outils est-ce qu'on peut utiliser. Et l'importance dans le racisme, c'est de viser des secteurs prioritaires où est-ce que ça persiste. Lorsqu'on parle de secteurs prioritaires, en économie, comment est-ce que le racisme systémique se dévoile? En éducation, comment est-ce que ça se dévoile? Dans la participation démocratique, si on veut, que ce soit en art et de la culture, en médias, en développement économique, tout ce qu'on veut penser, tout ce qui sont vraiment des fers, vraiment contribuant à la prospérité sociale, il faut vraiment analyser chacun de ces sphères-là et de se dire, bon, voilà comment ça se dévoile et voilà les outils qu'on peut mettre en place. Donc, c'est vraiment comme le défaire, c'est, je ne veux pas avoir l'air que je suis en train de dire, oh, c'est super facile. Non, mais je suis en train de dire que je pense que des fois aussi, on se tarde dans ce discours que c'est une fatalité. C'est pas une fatalité. Le laisser comme ça serait une fatalité. Oui, non. Ouais. Puis je comprends ce que tu voulais dire. Puis moi aussi, même en tant que personne, des fois, je suis comme, oh, ça va jamais finir. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en utilisant cette plateforme, je pense que c'est super important de dire à tout le monde aussi que comme, oui, c'est bon, c'est bien beau comme réaliser qu'il y a une fatalité, mais également aussi, c'est se dire, quel sera mon rôle dans tout ça? Sa partition. Parce que, admettons, je vois mes grands-parents, tu sais, qui sont... les fameux boomers québécois. Baby boomers, mais, tu sais, leur mentalité face à ça est encore très, selon moi, arriérée. Mais en 2 générations, je me trouve très inclusive et je vais continuer à prôner ça à mes enfants. Donc, c'est là-dessus que je me dis que ça ne sera pas du jour au lendemain avec la carte de doigt. Est-ce que je peux te dire quelque chose, non? Nous, à la table, on devient une majorité. Fait qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Si on est tous capables de s'entendre que finalement, le racisme, ça existe puis il y a une façon de le défaire, mais maintenant qu'on est la majorité, on n'a plus le droit de blâmer les autres. On n'a plus le droit de se dire que c'est le système. Parce que c'est la majorité. Le système est créé par la majorité et nous sommes la majorité maintenant. Maintenant qu'on le sait, qu'est-ce qu'on va faire? You know? Mais je comprends ce que tu veux dire, que des fois, c'est vrai que le système maintenant, il est bondé de ces gens qui ont cette mentalité. Je vais rien dire contre tes grands-parents, mais ils sont bondés de cette mentalité. Il y a d'autres qualités. Good. Mais que comme de ces personnes qui ont ces mentalités un peu arriérées, si on veut. Mais maintenant que nous sommes tous assis à la table et qu'il y a un consensus de se dire que quelque chose doit être fait, qu'allons-nous faire? C'est vraiment ce que je voulais dire. Donc, en ce sens que c'est nous qui devenons le système. Puis j'aimerais dire que sur le continent, ça fait 500 ans que le colonialisme se développe, que le racisme se développe. Ça fait 500 ans qu'on résiste, puis ça fait 500 ans qu'on propose des solutions. Des fois, je trouve ça absurde, les gens qui disent « Ouais, mais qu'est-ce qu'on doit faire? » Ben, écoute-nous. How about that? I've been raising my hand. J'ai la relevé, puis j'ai plein de solutions. On fait juste... C'est vrai. C'est vrai parce que tantôt, quand tu parlais d'environnementalisme, de la crise environnementale, je me disais... Pourquoi est-ce qu'on n'entend jamais les Amérindiens quand ils nous parlent de leur façon de faire? On ne veut pas les écouter. Ils ont quand même passé des centaines d'années à être capables de gérer ici. C'est comme le moindre à faire, c'est ça. Donc, c'est ça. En tout cas, ça a été une très belle discussion. Absolument, Et comme tu le dis, Soraya, on est la majorité si on se met main dans la main. Je pense que si on essaie de trouver un point commun pour se donner la main dans la main et faire les choses ensemble sans pour autant, parce que ce que je dis chaque fois en début d'émission, nos différences doivent être un point qui nous rassemble. On ne devrait pas être homogène. Chacun peut être différent, mais apporter sa différence pour aller de l'avant. Et je vous remercie aujourd'hui d'avoir répondu présent. Je sais que c'est un peu pris de court avec la préparation du sommet à Halifax. Tu es quand même occupé. Et à la fin de cette émission, je reste optimiste comme d'habitude. Et pour ta prophétie, la prophétie des feux, c'est ça? La prophétie des feux, en tout cas, arriver à la croisée des chemins et nous unir. J'espère que c'est le chemin de l'union qu'on va choisir. Et je pense que je vivrai assez longtemps pour voir cette prophétie se réaliser. Marie-Pierre?
Oui, ben moi, je vais faire le petit côté réel radio de l'émission. Donc, ça va être les annonces pour la semaine. Donc, la Réelle Radio est toujours à la recherche d'animateurs. Si vous voulez joindre à l'équipe pour partager des idées, faire des discussions comme qu'on a fait aujourd'hui, c'est libre à vous. Il y a également le 26 février prochain à 11h au Tonic qui sera le lancement du journal L'Édition. Donc, le journal étudiant qui revient en force à partir du 26. Si vous êtes intéressé à en faire partie également, vous pouvez nous joindre via nos médias sociaux. Ben oui, en parlant de ça aussi, je sais que c'est le 26, le 27, dans l'histoire du mois des Noirs, avec le comité et l'UCO, on fait des conférences, des panels. Et le 27, on sera avec Bibiana qui travaille dans l'équité, diversité et inclusion à l'Université de Montréal. Et on sera probablement avec Soraya dans le panel, à confirmer. À confirmer. Et on invite tous les étudiants et étudiantes parce qu'on aimerait avoir un débat après le panel pour voir cerner c'est quoi les zones d'amélioration, comment on vit certaines difficultés. Donc, c'est le moment de parler, c'est le moment d'échanger. Et donc, on vous donne rendez-vous le 27 de 11h30 à 12h30 au Tonic. Et il y aura des petites bouchées qui seront servies. On vous remercie de nous avoir écoutés aujourd'hui à la Réelle Radio. Mon nom, c'est Khadi, avec Marie-Pierre. Merci Soraya Lemur et Nicolas Lucas-Rancourt. Au revoir.